C'est donc du temps historique que je parlerai aujourd'hui, en relation avec la distinction que j'ai proposée en introduction hier et qui est rapportée dans le protocole, que le mot histoire en français et aussi en allemand, Geschichte, en anglais history, chez vous, Storia, a le double sens d'être un discours sur des événements et d'autre part de désigner l'ensemble des événements eux-mêmes, donc l'histoire que nous faisons ou subissons et pas celle que nous écrivons. Et le problème que j'avais posé hier, c'est de savoir comment le premier problème conduit au second. Comment l'histoire-discours vise l'histoire arrivée, advenue. Alors pour préparer cette discussion, nous nous sommes tenus hier à l'histoire-discours dans sa structure épistémologique. Dans quelle mesure ce discours a-t-il une teneur scientifique? Et j'ai donc pris comme terme de référence le récit élémentaire, le récit tel que nous le pratiquons dans la vie quotidienne, et je me suis demandé dans quelle mesure on pouvait reconnaître encore cette structure narrative dans le discours historique. Mais nous avons en même temps préparé le thème d'aujourd'hui en nous interrogeant sur la visée de l'histoire, ce que j'avais appelé l'intentionnalité historique. De quoi parle-t-on en histoire et non pas que dit-on? Et c'était donc avec la notion d'événement, comme le rappelle notre protocole, que nous avions terminé notre réflexion. Et j'étais resté encore dans une analyse épistémologique en disant qu'un événement, c'est une péripétie dans une intrigue. C'est donc la variable d'une intrigue. En ce sens, on peut donner une définition purement discursive, de l'événement. Mais dès que nous nous demandons dans quel temps se produit cet événement, nous posons une question que nous pouvons dire ontologique par rapport à la question purement épistémologique du discours. Alors je grouperai mon analyse autour de trois problèmes. D'abord, quel est le rapport du temps historique avec, d'une part, le temps vécu, subjectif, et d'autre part, le temps physique, astronomique, donc objectif. Et j'essaierai de montrer comment le temps historique est vraiment une création, en ce sens qu'il constitue un tiers-temps, un temps mixte qui a des caractères propres comme tiers-temps. Cela nous constituera le cadre dans lequel nous pourrons poser un deuxième problème beaucoup plus difficile, de savoir ce que nous entendons par réalité lorsque nous parlons d'un événement passé. Que voulons-nous dire quand nous disons que quelque chose s'est réellement passé? Donc, question très importante pour la comparaison avec la fiction que nous ferons demain. Et troisième problème, que voulons-nous dire quand nous parlons de l'ensemble des événements? Quelle espèce de totalité constitue l'histoire? Et ici,
nous mettrons l'accent sur le fait que nous mettons l'histoire au singulier, que d'une certaine façon, de même que tous les temps, comme disait Kant, sont des parties du temps, d'une certaine façon, toutes les histoires sont des parties de l'histoire. Et c'est donc le statut de l'histoire comme un singulier collectif qui sera en jeu. Alors vous voyez la progression des trois questions. Dans la première question, je pose en somme le cadre. Dans quel temps nous déplaçons-nous, nous mouvons-nous quand nous parlons de temps historique? Dans ce temps-là, quelle sorte de réalité assignons-nous à des événements passés? Et enfin, comment ce passé, par rapport au présent et au futur, constitue-t-il le singulier collectif d'une histoire? J'introduis la première question du statut ontologique du temps historique par un retour à mon point de départ, les apories du temps phénoménologique. J'avais en effet annoncé ceci, que la construction du temps historique et du temps narratif en général était une réplique poétique aux apories du temps. Or, l'aporie majeure, me semble-t-il, de la phénoménologie, c'est celle-ci, c'est qu'elle est impuissante à constituer cela même qu'elle exclut pour se mettre en route. C'est une question qui m'avait été posée, qu'est-ce qui fait l'unité de la phénoménologie, alors que c'est vraiment Husserl qui mérite d'être appelé le phénoménologue? Pourquoi pouvons-nous appliquer ce terme de phénoménologie déjà à Augustin, et puis au-delà d'Augustin à Heidegger? Et je pense que c'est vraiment l'acte de naissance de toute phénoménologie de procéder par une mise entre parenthèses, une exclusion. Et c'est tout à fait typique des trois phénoménologies que j'avais présentées dans la première séance. Chez Augustin, nous avons une tentative pour constituer le déploiement du temps, la distension du temps, sans recourir aucunement à aucun élément physique. Et il y avait donc une sorte d'exclusion du temps cosmique, du temps physique. Et là, il faut bien l'avouer qu'il y a un certain échec d'Augustin à rendre compte des mesures du temps qui se font nécessairement par rapport au mouvement régulier des astres. Et c'est bien ce que nous apprenons chez Aristote, que le temps est quelque chose du mouvement, ti, tes, kinéséos. Donc s'il n'y avait pas d'abord du mouvement, il n'y aurait pas du temps. Même si le temps est toujours autre chose que le mouvement, il faut une âme pour distinguer des instants, compter des intervalles, mais il faut d'abord que quelque chose arrive, en quelque sorte, dans la nature, qui a donc une physis, n'est-ce pas, qui précède la psyché, l'âme. Et lorsque nous procédons de cette pré-phénoménologie à la phénoménologie proprement dite de Husserl, nous voyons à la fois un raffinement de la phénoménologie, mais en même temps, si je puis dire, un échec croissant. C'est peut-être là le paradoxe de la phénoménologie, c'est que plus elle avance, plus elle se raffine, plus en même temps elle révèle son propre autre, ce dont elle ne rend pas compte. Ceux qui ont quelque familiarité avec ce texte de Husserl sur la phénoménologie de la conscience interne se rappellent que Husserl met entre parenthèses le temps objectif, pour tirer de la réflexion intuitive un temps purement subjectif. Mais on peut dire qu'il y a une sorte de revanche du temps objectif
c'est que pour pouvoir parler, pour pouvoir dire quelque chose sur ce temps subjectif, il faut sans cesse emprunter par une sorte de détournement les caractères mêmes du temps objectif, à savoir les intervalles, la distinction entre les moments, etc. Alors, on pourrait dire que Heidegger résiste mieux à cet échec, puisque, comme je l'avais dit, il s'efforce de multiplier les niveaux de temporalité, et il a un troisième niveau qu'il appelle justement Innerzeitigkeit, l'intratemporalité, qui est un temps du monde. Mais ce temps du monde reste toujours un temps relié, rapporté à un Dasein, donc finalement à un existant, l'existant que nous sommes. Et sa dépendance au temps mortel, qui est le temps absolument originel, l'empêche d'exercer cette fonction fondamentale que j'appellerais la fonction cosmologique du temps. Et d'ailleurs, Heidegger s'efforce de montrer que le temps vulgaire, ce qu'il appelle le temps vulgaire, n'est qu'une sorte de nivellement, Nivellierung, dit-il, du temps authentique. Mais le mot nivellement cache, à mon sens, c'est une certaine impuissance à dériver ce temps objectif du temps du Dasein, le temps mortel. Alors, dire qu'il y a un échec de la phénoménologie, ce n'est pas du tout la condamner, je dirais même c'est le contraire. Je dirais que c'est, d'une certaine façon, la grandeur de la phénoménologie de mettre en relief toujours mieux l'autre qu'elle ne peut pas constituer. Je rejoins d'ailleurs ici une conclusion que, bien avant moi, Merleau-Ponty avait tirée dans sa fameuse introduction à la phénoménologie de la perception, lorsqu'il disait que la réduction est impossible, voulant dire que c'est toujours ce qu'il y a à faire et toujours ce qu'on ne peut pas faire. Et il y a un paradoxe de même nature à l'égard du problème du temps. Alors, mon problème à partir de là, c'est non pas de m'en tenir à l'échec et, si je peux dire, de capituler devant le problème, mais de rendre cette aporie productive. Comment peut-on faire travailler cette aporie fondamentale que le temps cosmologique et le temps, peut-être, après tout, est toujours ce qui échappe à une entreprise de constitution. Et c'est ici que la problématique du temps historique peut venir à notre secours, dans la mesure où le temps historique constitue une tentative de jeter un pont sur l'abîme entre le temps vécu, personnel, mortel, et puis ce que Dumézil, sur la base plutôt d'une mythologie comparée, appelle le grand temps. Le grand temps. Je dirais qu'il y a là une polarité, du temps mortel et du grand temps. Vous voyez que par là, je dirais que la réflexion philosophique rejoint une sagesse qui a toujours été connue. Nous trouvons cela dans toutes les civilisations, cette élégie, n'est-ce pas, cette plainte sur le temps, que le temps passe et nous échappe, que la vie humaine est brève comparée à l'immensité du temps. Il y a donc une immensité du temps qui est toujours polairement opposée à une intériorité du temps. Alors c'est entre cette immensité du temps et cette intériorité du temps que, me semble-t-il, le temps historique constitue une médiation spécifique. Pour le dire autrement, pour employer, si vous voulez, un autre vocabulaire que j'ai déjà proposé la première fois, on pourrait dire que ce qui symbolise le mieux les deux
les deux perspectives sur le temps, si vous voulez, la perspective phénoménologique et la perspective cosmologique, c'est la différence entre l'instant quelconque et le présent. Ici, je prends appui sur une analyse qui a été faite très récemment par J.F. Fraser, qui est le président de la Société internationale sur l'étude du temps, dans un livre qui s'appelle The Genesis and Evolution of Time, Genèse et évolution du temps, curieux comme titre d'ailleurs, Genèse et évolution du temps, 1982, où il dit que finalement il faut travailler avec deux notions du temps, comme il dit, un temps sans présent et un temps avec présent. Je retrouve donc tout à fait ma propre antinomie, n'est-ce pas, des deux perspectives sur le temps. Un temps sans présent, c'est un temps qui a une succession dans lesquelles tous les instants ont le même droit. N'importe quel instant peut être maintenant, ou hier, ou demain. Tandis que le temps vécu, nous l'avons vu, est essentiellement centré sur le présent vivant qui a un futur et qui a un passé. Alors, ne pourrait-on pas dire que le temps historique, c'est un des instruments par lesquels nous mettons en corrélation un temps sans présent, qui est le temps cosmique, physique, pure succession, avec un temps humain qui a un présent, présent de la présence, mais aussi présent de l'initiative, comme je le dirai tout à l'heure, présent de l'action, et à partir duquel il y a des attentes et des souvenirs, tandis que dans le temps sans présent, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de souvenir, il n'y a que de la succession. Donc c'est très exactement d'ailleurs ce que Heidegger appelle le temps vulgaire, suite, Folge, von jetzt, suite de maintenant, pure suite de maintenant. Alors que le temps soit le temps historique, soit un pont jeté sur la faille qui disjoint le temps cosmique du temps vécu, je crois que quelques procédures propres à l'histoire, je vais essayer de le montrer très concrètement, comment l'historien fait cela, comment dans la pratique historienne elle-même, il y a cette opération de connexion, de remembrement du temps. Et c'est donc cela qui, pour moi, constitue un acte de refiguration. Le temps étant brisé, n'est-ce pas, nous le refigurons par une tentative de mise en ordre, de coordination. Les procédures que je vais maintenant décrire tirent leur signification de leur rôle de médiation et de connexion qu'elles exercent entre le temps mortel et l'immensité du temps cosmique. Je propose très rapidement, et peut-être que je pourrais le développer dans la discussion, je le présente très schématiquement, 3 exemples de tels connecteurs, de telles procédures de connexion. La plus remarquable, c'est évidemment le calendrier. Le calendrier, ou comme a proposé de dire Benveniste, le sanskritiste et sémioticien, il emploie l'expression de temps calendaire. Et je ne sais pas s'il y aurait une traduction adéquate en italien pour dire temps calendaire. Oui. D'ailleurs, en français, l'adjectif n'est pas connu, c'est une création mais que moi j'ai adopté tout à fait, le temps calendaire, comme étant justement... en effet, le temps calendaire a ce caractère mixte que nous cherchons, puisque le calendrier, l'institution du calendrier, a ceci de remarquable qu'elle joint
des déterminations du temps astronomique avec des déterminations de cette temporalité que Heidegger décrit précisément comme Innerzeitlichkeit, comme intratemporalité, le ce dans quoi nous développons notre être. D'un côté, en effet, le calendrier est le produit de l'astronomie. Nous pouvons voir que les progrès du calendrier suivent les progrès de l'astronomie. Mais de l'autre côté, le calendrier est une institution au sens politique du mot, puisque comme le montre Dumézil, comme le montre Benveniste dans son analyse du temps calendaire, le trait décisif du temps calendaire, c'est d'avoir un axe, un temps zéro, qui sera pour notre civilisation la naissance du Christ, mais pour d'autres, ce sera l'hégire, l'islam, ou dans d'autres civilisations, la fondation d'une dynastie, voire même la fondation du monde, dans le calendrier juif orthodoxe, pour Rome, depuis la fondation de la ville, sur B. Condita, et c'est cet axe qui détermine un avant et un après, qui est la possibilité d'ordonner et de coordonner tous les événements de la vie d'une société par rapport à un système de dates. Alors, le temps calendaire a ceci de remarquable que toute suite d'événements appartenant à la mémoire individuelle et collective peut être mise en corrélation avec un nombre qui est le nombre qui marque la distance d'une date par rapport au temps zéro. Et sans qu'il y ait en quelque sorte de relation analytique, au sens logique du mot analytique, entre telle date et tel événement. Il n'est pas écrit dans la date 14 juillet 1789 que ce jour-là, quelques malheureux Suisses soient éliminés et tués de la Bastille. Bon, donc mettre en correspondance un événement remarquable de la mémoire collective avec le système de toutes les dates possibles, c'est constituer l'acte fondamental de la datation. Alors j'insiste sur ce point qu'une date en tant que telle ne désigne ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, mais tout événement est susceptible de recevoir une date par rapport au calendrier. Et ainsi, l'événement historique, c'est un événement daté. C'est un événement daté, et ce caractère datable, daté de l'événement, exprime la double appartenance du temps historique au temps de la mémoire individuelle ou collective et au temps astronomique. La date fait la synthèse de ces deux aspects de l'événement historique. En ce sens, on pourrait dire que le temps calendaire opère la réinscription du temps vécu que la phénoménologie a en quelque sorte arraché à la confusion par l'acte de mise entre parenthèses, de réduction. Le geste fondateur du calendrier, c'est un geste inverse qui au contraire réinscrit le temps de la vie des hommes sur, si j'ose dire, le temps des astres. Cette réinscription est la première réplique de la pratique historique à l'aporie majeure portée au jour par la phénoménologie.
Nous verrons demain et après-demain comment cela nous donne tout de suite un critère de différence avec la fiction. Car la fiction, nous le verrons, a cette propriété d'explorer des aspects du temps qui ne sont pas soumis à la contrainte du temps calendaire, de la réinscription dans le temps astronomique. Je vous propose de considérer un second ancrage, si vous voulez, du temps, du Dasein, du temps subjectif dans le temps du monde. C'est un phénomène peut-être moins éclatant, moins remarquable que le temps calendaire, mais qui a sa signification. C'est ce que j'appelle la suite des générations. La suite des générations, ceux qui ont, vous savez, dans le temps biblique, on voit très souvent ça, de génération en génération. Bon. Là, le phénomène des générations a une fonction très importante de connexion, en ce sens que le temps historique ici est appuyé, si j'ose dire, étayé, sur le temps biologique. Et d'abord, sur ce phénomène tout à fait fondamental que les vivants ne cessent de remplacer les morts par un remplacement incessant qui fait que la venue et le départ des vivants constituent un échange permanent et qui fait que nous pouvons parler d'abord dans une science comme la démographie, n'est-ce pas, de la génération comme d'un concept de 30 ans, ce qui signifie qu'il faut une moyenne de 30 ans pour que se reproduise l'espèce humaine. Mais justement, l'espèce humaine ne se reproduit pas tous les 30 ans, elle se reproduit tous les jours, mais par une moyenne statistique de 30 ans. Donc nous avons là, ici, un enracinement du temps historique dans la naissance, la croissance, la mort, mais pris comme phénomène collectif, n'est-ce pas, de ce remplacement incessant des morts par les vivants. Il en résulte qu'à un moment donné, une échelle d'âge, ce qu'on appelle l'échelle d'âge en démographie, donne un certain profil biologique de la communauté humaine, plusieurs générations, 3, 4 parfois, étant contemporaines les unes des autres. Et voyez comment cette notion de suite des générations peut servir de guidage, en quelque sorte, au souvenir, puisque je peux me souvenir que, étant enfant, mon grand-père me racontait des histoires de son enfance, et nous avons là une sorte de phénomène de rétention, mais à l'échelle des générations. Et en quelque sorte, le fil des générations, la suite des générations, constitue une sorte de guidage biologique, en quelque sorte, de la mémoire collective. Il y a bien d'autres phénomènes groupés autour de la génération qui avaient d'ailleurs beaucoup intéressé des sociologues comme Dilthey, qui a un très long article sur la notion de génération, et aussi Karl Mannheim, qui a une sociologie des générations. Il s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire qu'appartenir à la même génération, quel est le rôle entre rajeunissement et vieillissement d'une société, quelle est la possibilité donc de tradition et de renouvellement. Il y a donc des aspects sociologiques liés à cette base biologique. Ainsi se constitue un réseau temporel plus large que la vie individuelle mortelle, puisque on peut dire la génération inclut la mort. La suite des générations inclut la mort. La mort n'est pas, elle est fin pour chacun, mais elle est incluse dans cette suite des générations. Ainsi se constitue un réseau que Alfred Schutz, le disciple de Max Weber et de Husserl, a élaboré dans un essai très remarquable de sa
Phenomenology of Social Being, la phénoménologie de l'être social, sous le nom de règne des contemporains, des prédécesseurs et des successeurs. Nous pouvons parler de nos prédécesseurs et de nos successeurs, et les contemporains, la contemporanéité, c'est le présent historique, n'est-ce pas, de tous ceux qui appartiennent à la même génération. Vous voyez que nous avons une notion beaucoup plus riche du présent, mais sans retourner à l'instant physique. C'est un présent de contemporanéité. Bon, je mets simplement sur la table, si on veut dire, ce phénomène. Nous pourrons le discuter peut-être tout à l'heure. Je voudrais insister maintenant sur un dernier connecteur, un troisième connecteur entre nos deux perspectives sur le temps. C'est le phénomène de la trace, qui va donner à la mémoire individuelle et collective une matérialité, la base d'une matérialité. En effet, c'est un trait tout à fait distinctif de la connaissance historique de reposer sur des documents. On pourrait même dire que c'est là que se fait la différence entre la mémoire de chacun et puis l'histoire. L'histoire commence lorsqu'on ne fait pas simplement appel à des souvenirs, mais à des souvenirs conservés dans une trace écrite, qui est un document. Et ces documents eux-mêmes sont conservés dans des archives. Ce phénomène est si important que un grand historien a pu définir l'histoire comme une science par traces. C'est François Simian, au début de ce siècle. Même si l'on peut dire que l'histoire repose sur le témoignage oral, vivant, des contemporains, encore faut-il que ces témoignages laissent eux-mêmes une trace dans un document. Et toute la critique historique, d'ailleurs, repose sur la véracité de ces témoignages par le moyen de la critique documentaire, mais c'est un problème d'épistémologie que je laisse de côté ici. Je dirais même que le problème épistémologique de la critique du témoignage ne doit pas cacher le problème beaucoup plus difficile de qu'est-ce que c'est qu'une trace, que l'historien prend pour acquis. Bon, il y a des traces, et son travail commence après cela. Mais moi, je remonte du document vers la trace, au lieu de descendre de la trace vers le document, comme le fait naturellement l'historien. En effet, il y a une structure paradoxale de la notion de trace qui est tout à fait parallèle à ce que nous venons de voir avec le calendrier ou la notion de suite des générations. Car d'un côté, en effet, je dirais que la trace est aussi un phénomène mixte. D'un côté, c'est une empreinte, une effigie laissée par le passage, par exemple d'un être vivant, un vestige laissé à l'endroit où il est passé, ou une marque laissée sur une chose. Donc il y a quelque chose de physique dans la trace. Alors que l'on parle d'empreinte, de vestige ou de marque, la trace a un côté matériel, il y a une matérialité de la trace, et du même coup, soumise aux accidents, aux aléas de la préservation ou de la destruction. C'est d'ailleurs pourquoi il faut conserver les traces, parce qu'elles peuvent être perdues, elles peuvent être effacées. Une trace peut être effacée ou détruite. Mais d'autre part, la trace a quelque chose d'immatériel, puisque elle fonctionne non seulement comme un effet, mais comme un signe. Elle renvoie à un passage qui a eu lieu déjà, ou jadis. C'est pourquoi
elle ne signifie que si on la suit, que si on la remonte. En anglais, d'ailleurs, on a un verbe to retrace. En français, on ne peut pas dire retracer de la même façon. Mais bref, c'est toujours dans une interprétation de signes que l'on remonte une trace. La trace appartient ainsi à deux régimes logiques. C'est donc, dans l'ordre matériel, un effet qui renvoie à une cause, et dans l'ordre noétique, si l'on peut dire, c'est un signe qui renvoie à un sens. Je parlerai pour cette raison d'un effet signe. Ainsi, la trace est-elle le connecteur de deux régimes de pensée. Comme marque, elle se rattache à la notion de date, mais en tant que signe immatériel, elle renvoie au monde absent, dont elle est seulement le vestige, ou comme nous disons, le reste. C'est en ce sens qu'on peut dire de la trace qu'elle conserve le passé dans le présent. Eh bien, si je réunis ensemble ces trois exemples, le calendrier, la suite des générations, la trace, nous avons dans ces trois cas, et d'une façon de plus en plus subtile, un phénomène de connexion. D'abord, l'inscription du temps vécu dans le temps cosmique, puis l'étayage jouerait-elle comme une distance traversée? C'est une expression que j'emprunte à Marcel Proust et dont je parlerai dans 2 jours. Je citerai de très beaux textes de Proust, justement dans ce sens, que le temps retrouvé est un temps traversé. Et la notion d'altérité ne rend pas compte, n'est-ce pas, de ce temps traversé. Bref, comment une pure absence, une pure différence, un pur écart, revêtirait-il la fonction de lieutenance? Tiendrait-il lieu de ce qui, aujourd'hui absent et mort, autrefois fut et fut vivant? Parce que c'est ça, je crois, le sentiment de la reconnaissance, c'est que les morts furent vivants, et donc les restituer comme ayant été vivants. Ce n'est pas simplement les traiter comme des absents, purs et simples. D'où la troisième suggestion, placer la passéité du passé sous le signe de l'analogue et tenter, là j'ai été très inspiré par un auteur américain auquel je dois beaucoup, Hayden White, dans Meta History et dans Tropics of Discourse, publié il y a 2-3 ans. Meta History a été publié une dizaine d'années. Il tente de, et vous allez voir comment ça va bien avec ce que j'avais fait dans la métaphore, une approche qu'il appelle tropologique du problème, puisqu'on appelle trope, n'est-ce pas, les figures de style comme la métaphore, la synecdoque, la métonymie, l'ironie, etc. Et il propose de dire que nous avons un rapport au passé qui est à la fois un rapport d'identité, de différence et d'analogie. Et il faudrait voir si la vieille notion d'analogie qui a servi ô combien et qui en est presque morte, à force d'usage et de mésusage, ne retrouverait pas une nouvelle jeunesse dans comment dire, cette relation qui est celle que, dans un autre vocabulaire, Wittgenstein définit comme le voir comme. Je vois quelque chose comme dans une relation métaphorique d'assimilation qui cumule l'identité et la différence. Et la tropologie propose en effet toute sa panoplie de tropes, synecdoque, métonymie, ironie, pour reprendre les classifications anciennes et antérieures au binarisme contemporain. Ceci est peut-être tout à fait pressenti dans le mot du vrai fondateur, probablement de l'histoire moderne, Léopold Ranke,
dans ses histoires, son histoire de l'Allemagne, où il dit que la tâche de l'historien, c'est de décrire le passé, wie es eigentlich gewesen. Et alors on s'est beaucoup moqué de cette déclaration, mais comment l'historien ne pourra pas restituer intégralement le passé? Mais je crois qu'on n'a pas assez vu la portée métaphorique du vie. Il ne dit pas qu'il faut restituer ce qui s'est produit, mais comme cela s'est produit. Et est-ce que nous n'avons pas justement une relation, on peut dire, analogique avec le passé qui cumule à la fois la visée d'identité du reenactment et la reconnaissance de la différence, de l'altérité? Enfin, quoi qu'il en soit, et je soumets cela tout à fait à la discussion, je voudrais suggérer, non pas du tout que cela épuise ou même résout l'énigme de la réalité du passé, mais montre que au moins l'énigme n'est pas, je dirais, impensable, que nous pouvons en quelque sorte donner forme à l'énigme, structurer dialectiquement l'énigme du passé. Ainsi, me semble-t-il, peut être éclairci dialectiquement le vœu de l'historien que ces constructions soient des reconstructions, et ainsi pourrait-on rendre compte de ce sentiment qui l'habite en notre nom d'une dette impayée. Je pensais, n'est-ce pas, à une correspondance de termes que l'on trouve, et je voudrais voir si ça marche aussi en italien comme en français et en anglais. On dit qu'un peintre a rendu un paysage. Et le mot rendre, n'est-ce pas, est un peu un jeu de mots, puisque c'est à la fois rendre ce que l'on doit, mais c'est en même temps le rendu par la peinture. Et rendre, dit le peintre, rendre, dit l'historien, rendre son dû à ce qui n'est plus, mais fut. Je ne dis pas que la passéité du passé nous devient ainsi transparente, je dis seulement qu'on pense quelque chose de sensé en plaçant successivement le mot réel sous le signe de la réeffectuation, de la position de différence ou d'écart et de la saisie analogisante. Et ce que nous disons ainsi de sensé est toujours à replacer dans le cadre formel de la réinscription du temps vécu dans le temps cosmique. Alors, je voudrais simplement esquisser, je vois que le temps passe. Oui, bon, eh bien, très bien. Je voudrais dire quelques mots du troisième problème que j'avais évoqué en commençant. J'avais dit, je vais traiter trois problèmes. D'abord, quelle est la situation, le statut du temps historique entre le temps physique et le temps psychique, disons, le temps vécu. Et alors, j'ai décrit un certain nombre de connecteurs, de procédures de connexion, comme le calendrier, la suite des générations, la trace. Deuxième question, par rapport à cette fonction de trace, que signifie le mot réel appliqué au passé? Et j'ai dit, le problème tient, parce que j'ai ce sentiment de dette, mais je ne peux pas en rendre compte par un usage ordinaire du mot réel qui est lié pour nous à l'observation. Et réel, ce que je peux observer, ce que je peux montrer. Alors je ne peux pas montrer le passé. Donc c'est un réel tellement indirect que je suis obligé d'avoir toute une stratégie pour cerner ce réel. Et c'est là que j'ai proposé cette dialectique, le même, l'autre, l'analogue. Ceci dit, se pose le problème qui englobe les deux précédents. Qu'est-ce qui fait alors l'unité de l'histoire? Qu'est-ce qui nous autorise à mettre le mot histoire au singulier? On va en faire un singulier collectif. Nous disons l'histoire. Vous voyez, nous avons un peu, vis-à-vis de l'histoire, la position que nous avons à l'égard de la géographie, où nous pensons que toutes les cartes peuvent être mises bord à bord et ne former qu'une carte, la carte de la Terre. Bon.
Et si, de même, si nous écrivons une histoire de l'Italie ou une histoire de l'Angleterre, nous pensons que toutes ces histoires peuvent être mises bord à bord et constituer l'histoire des hommes. Et certainement, cette conviction, je crois qu'il faut en rendre compte philosophiquement, je dirais même si on n'est pas hegelien, et je dirais surtout si on n'est pas hegelien. Avec Hegel, nous avons certainement une tentative de solution dans la philosophie de l'histoire, mais qui ne prend sens que si on la rattache à toute l'entreprise hegelienne qui va relier la logique avec la philosophie de la nature et la philosophie de l'esprit, et dans la philosophie de l'esprit, l'esprit subjectif, l'esprit objectif, l'esprit absolu, et donc la théorie de l'histoire sera un tout petit morceau quelque part à la jonction de l'esprit objectif et de l'esprit absolu. Donc si on arrache la philosophie de l'histoire à cette grande entreprise, nous lui faisons tort. C'est pourquoi je me référerai plutôt à Kant dans ses essais d'histoire universelle d'un point de vue anthropologique, où il dit ceci, n'est-ce pas, que la tâche du philosophe, c'est de penser l'histoire universelle comme une tâche. Il ne prétendra pas, comme Hegel, qu'on peut la construire en faisant une totalisation de l'histoire des barbares, de l'histoire des Grecs, et puis de l'histoire de ce qu'il appelle la germanité chrétienne. Une tâche, c'est-à-dire que nous faisons tort à l'homme si nous mettons les races au pluriel, l'histoire au pluriel, et donc aussi le temps au pluriel, le temps historique au pluriel. C'est une tâche de penser une seule humanité, une seule histoire et un seul temps historique. Alors comment, si nous ne pouvons pas en faire un système? Et je me demande alors si ici nous n'avons pas la ressource de transposer au niveau que nous venons de dire, au niveau de ce temps historique, la dialectique passé, présent, futur, reçue de Saint-Augustin à travers Husserl et Heidegger, mais portée alors au niveau de ce temps collectif, de ce temps qui est réinscrit dans le temps cosmique. Et alors on pourrait dire ceci, qu'il y a une structure du futur historique, du passé historique, du présent historique. Et le problème, à mon sens, de l'unité de l'histoire, c'est le problème des interconnexions entre les attentes concernant le futur, sous la forme d'idéologie et d'utopie, de réception du passé sous forme de tradition et de présence au présent sous la forme d'une initiative. Je reprends, n'est-ce pas, ces trois termes. Je dirais d'abord qu'il ne faut pas commencer par la relation au passé historique, peut-être comme le fait Gadamer, au risque, n'est-ce pas, d'être pris dans une philosophie de la tradition, purement de la tradition, mais bien commencer par, un petit peu d'ailleurs en suivant, en ce sens, Heidegger, commencer par l'orientation de nos attentes collectives vers le futur. En ce sens, je suivrai tout à fait la suggestion de l'excellent penseur allemand Robert Koselleck dans un livre qui n'est pas assez connu, me semble-t-il, qui s'appelle Die vergangene Zukunft. Le futur au passé, vous verrez pourquoi, c'est le futur tel qu'il a été pensé dans le passé récent, et Robert Koselleck a entrepris toute une science qu'il appelle une sémantique conceptuelle des termes historiques. Il a toute une grande œuvre où il a étudié tous les mots qui viennent dans le langage de l'historien pour en faire l'histoire, une histoire sémantique. Il appelle begriffliche Semantik der geschichtlichen Auffassungen. C'est donc une histoire sémantique des conceptions de l'histoire. Et alors, il propose, n'est-ce pas, et c'est ça que j'ai retenu de lui,
de mettre en rapport un horizon d'attente, ce qu'il appelle horizon d'attente, avec un espace d'expérience. Erwartungshorizont et Erfahrungsraum. Disons que c'est cela la structure de base d'une conscience historique, d'avoir un horizon d'attente et un espace d'expérience. S'il parle d'espace pour l'expérience, pour l'opposer à horizon d'attente, c'est parce que l'expérience constitue le trésor accumulé de l'histoire passée. Et à cet égard, la métaphore de l'espace exprime le caractère d'étalement et en même temps d'intégration de cette expérience accumulée. Quant à l'attente, Erwartung, cette notion recouvre à la fois l'espoir, le souhait, le souci, le calcul, la curiosité. Donc la notion d'horizon est alors tout à fait justifiée pour désigner le déploiement de nos attentes par rapport au rassemblement de notre expérience. En outre, l'horizon, c'est une chose que Gadamer rappelle toujours, c'est ce qui à la fois nous borne, mais ce qui peut toujours être dépassé. Quand je m'approche, l'horizon recule, alors que l'expérience acquise est limitée. À ce propos, Koselleck raconte une très bonne histoire, ça va vous détendre un petit peu, qui se passerait soi-disant du temps de Khrouchtchev. Et Khrouchtchev va dans un kolkhoz et il dit « Je vois, camarades, déjà le communisme à l'horizon. » Alors il y a un paysan qui dit « Camarade, qu'est-ce que c'est que l'horizon ?» Alors Khrouchtchev lui dit « Imbécile, regarde dans le dictionnaire. » Il dit « Oui, j'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai lu ceci, horizon, ligne imaginaire qui sépare le ciel et la terre et qui recule quand on avance. » Mais c'est la vérité profonde de l'idée d'horizon, c'est que nous devons avoir un horizon historique. Avoir un horizon historique, c'est attendre encore quelque chose du futur, c'est vouloir quelque chose pour le futur. Et alors là, je ferai toute une, je ne fais pas ici, toute une analyse de la fonction de l'idéologie, de la fonction de l'utopie, pour articuler, n'est-ce pas, des attentes. Je remarque d'ailleurs que ce mot d'horizon d'attente a été transposé en critique littéraire par Robert Gauss dans sa théorie de la réception, lorsqu'il parle des attentes du lecteur. Donc cette notion d'attente est une notion tout à fait fondamentale, que vous voyez qui n'est pas simplement psychologique comme chez Augustin, mais qui a d'abord une fonction historique. Il faut restituer la dimension historique à cette notion d'attente, Erwartung. Et je reproduis ici l'axiome de Koselleck. L'espace d'expérience ne suffit jamais à déterminer un horizon d'attente. C'est une structure temporelle de l'expérience historique de ne pouvoir être rassemblée que sous l'effet rétroactif de nos attentes sur cette expérience. En réalité, nous lisons notre expérience en fonction de nos attentes. C'est bien pourquoi, à mon sens, on ne peut pas commencer une philosophie d'histoire par le concept de tradition, peut-être comme le fait, je dirais peut-être un peu trop, Gadamer dans sa Wahrheitenmethode, quoique ce soit de lui que nous ayons appris la notion de fusion des horizons, mais je pense que son concept de fusion des horizons est beaucoup plus important que son analyse de la tradition, de l'autorité, du préjugé, et que justement elle reprend sens, cette analyse. Moi je la justifierai justement dans un deuxième temps en disant qu'on ne peut pas avoir des attentes si on n'a pas la réception d'un héritage que l'on essaye de rendre vivant en le réinterprétant toujours en fonction d'attentes nouvelles. Donc il faut toujours avoir derrière soi, en quelque sorte, une réserve d'héritage, de traditions reçues, mais loin que le passé soit qu'on ne peut pas changer, c'est ce qui ne cesse de changer
dans notre interprétation en fonction, n'est-ce pas, de notre capacité de projection vers le futur. Et je terminerai en disant que le joint entre l'horizon d'attente et l'espace d'expérience, qui est le résumé de toutes nos traditions reçues, c'est le présent historique. Et je crois qu'il y a un sens au présent historique qui ne se ramène pas simplement au présent psychologique de l'attention au sens augustinien, mais qui est la capacité d'initiative. Et ici, je dirais que le présent, c'est une catégorie de la praxis avant d'être une catégorie de la représentation. Et je pense que bien des critiques qui ont été faites sur l'idée de présence, et en particulier des critiques très très fortes comme celle de Derrida, ne marchent que si on reste dans l'horizon de la perception, justement de la représentation. Mais si on se place dans la perspective de l'agir et du souffrir, il y a un présent de l'agir et du souffrir qui est un présent d'initiative ou de mal subi, n'est-ce pas, mais qui n'est pas de l'ordre visuel, n'est-ce pas, c'est pas une présence. Il peut y avoir un présent sans présence. Là, c'est un présent de l'initiative. Et là, je me servirai de tout ce que l'on a fait dans la théorie de l'action, dans la sémantique de l'action, concernant la notion d'intervention, la capacité d'intervenir dans un système physique. Et pour ma part, je dois beaucoup aux analyses de gens comme Heinrich von Wright dans toute la praxéologie et dans toute la théorie de l'action. Et je préférerais, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec cette école de praxéologie, prendre alors un exemple dans notre culture philosophique, c'est chez Nietzsche, dans la seconde considération intempestive, et qui est tout entière sur le présent. Nietzsche, dans la seconde intempestive, unzeitig, le présent est intempestif. C'est-à-dire, il n'est ni dans l'attente, ni dans le souvenir, il est d'une certaine façon hors temps. Et je termine donc par quelques citations de Nietzsche. Évidemment, il y a des excès, c'est d'une violence extrême. C'est contre, justement, l'esprit historique allemand, où on est écrasé sous l'histoire monumentale, l'histoire antiquaire, n'est-ce pas? Et la véritable histoire critique, pour lui, c'est la condamnation. Enfin, lorsqu'il dit « tout passé mérite condamnation ». Il faut prendre ça comme un aphorisme extrémiste, mais je dirais que c'est dans cet extrémisme que nous avons le sens du présent. Encore, c'est en raison de ce que le présent a de plus grand et de plus beau que vous avez le droit de juger le passé. Et encore, seule la grandeur d'aujourd'hui reconnaît celle d'autrefois. Je dirais que ce qu'il faut retenir de ces bravades, c'est l'idée que seul ce qu'il appelle die Strenge der Gegenwart, la force du présent, peut nourrir l'élan de l'espoir et le courage de la réinterprétation du passé transmis. Même ces bravades ne doivent pas nous masquer l'indigence de la pensée d'un présent sans horizon ni sans racine, mais s'il y a horizon et racine, c'est dans la mesure où il y a la force du présent. Et je voudrais terminer sur ce mot de force du présent. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche. Ça a été peut-être le temps le plus dense que nous avons jamais vécu, que cette heure-là que vous venez de nous donner. Nous continuons donc nos travaux par la discussion où, évidemment, comme toujours, la priorité est donnée à ceux qui sont formellement inscrits à ce séminaire. Naturalmente si può parlare italiano, ma insisto per
sulla brevità e chiarità, si possibile, di quello che si dice. Il ne faut pas faire de grands discours parce que je pense qu'il y a beaucoup qui voudront intervenir. Alors posez des questions aussi brèves et claires que possible, mais évidemment en italien si vous le préférez. Alors qui voudrait peut-être commencer? Je dirais aussi un dernier mot, c'est que M. Rucker certainement accepterait encore des questions sur la session de hier, oui, puisqu'elles vont ensemble et on a eu très peu de temps hier. La mia questione è immediatamente sulle ultimissime cose e su Nietzsche l'inattuale Benissimo. Sulla storia, perché immediatamente reagisco con una domanda molto breve. Tutto sommato mi aspettavo che la lezione di stasera terminasse con questo accenno a Nietzsche, però nel quadro delle lezioni dedicate al professor Riquer al problema del tempo mi chiedo come si concilia questa nozione di presente, della forza del presente, con la concezione del tempo che Nietzsche esprime nell'idea dell'eterno ritorno dell'uguale, cioè è lo stesso tempo quello del presente della inattuale sulla storia e quello della concezione dell'eterno ritorno, o sono due cose diverse? Oui. Alors, je pense que ce sont deux moments, sinon incommunicables, en tout cas assez éloignés dans la pensée de Nietzsche, parce que si je ne me trompe pas, la deuxième intempestive, qui est de 1874, et ce n'est que dans la quatrième partie du Gai Savoir qu'il y a la première allusion à la fameuse vision de Sils Maria, qui est postérieure à cela. Alors là, il y a chez Nietzsche une sorte d'un visionnaire de l'éternel retour. Alors je verrai la liaison de la façon suivante, parce que c'est effectivement une philosophie du présent, n'est-ce pas, l'éternel retour. Veuille que cet instant que tu vis maintenant puisse revenir un nombre infini de fois. Donc c'est une volonté de donner une sorte de densité au présent telle que je puisse vouloir qu'il revienne toujours. Alors c'est une sorte de mythe, n'est-ce pas? Mythe philosophique, mais qui est en même temps une croyance profonde dans une extraordinaire densité du présent. Tandis qu'ici, c'est une œuvre critique, protestataire, essentiellement contre le poids de la culture historique, telle que justement elle a été la grandeur de l'école historique allemande, depuis Ranke, Mommsen, Droysen, n'est-ce pas, il est presque le contemporain, n'est-ce pas. Droysen, c'est quand la historique, c'est de 59 ou je sais pas 60, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc on est en plein dans une culture historique, n'est-ce pas, archéologique. Elle dit non, secouez cela, puis vivez dans le présent. Alors, c'est un moment dialectique, on ne peut pas faire une philosophie avec ça, lui-même ne le fait pas. Mais alors, l'éternel retour donne une sorte d'éternité, d'ailleurs il dit « ô éternité », « ô Ewigkeit », vous connaissez ce fameux dans le Zarathustra.